Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h. Voici les principaux titres de l'actualité. L'hivernage et son lot de malheurs à Kaolack. Les dernières pluies ont fait un mort et de nombreux dégâts matériels dans la commune. Les populations des quartiers touchés accusent l'État et la mairie de non-assistance. À Dakar, les bars et auberges poussent comme des champignons dans certains quartiers. Résultat, insécurité et débauche s'y installent. Reportage à suivre dans ce journal. Comment s'acquitter des frais de scolarité des enfants? Équation à plusieurs inconnus pour les parents d'élèves. Situation d'autant plus difficile que la Tabaski a fini de crever les budgets. La page internationale, les sports et la revue de la presse africaine seront également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Direction Kaolack pour ouvrir cette édition. Le quartier Saradjamgen en deuil après les fortes pluies de la nuit de lundi à mardi. En plus d'une perte humaine, plusieurs quartiers de la commune sont sous les eaux et les dégâts matériels sont énormes. Au banc des accusés, les autorités municipales et étatiques, on va y revenir. Parlons de l'insécurité qui gagne du terrain dans certains quartiers de Dakar. Si certains pointent du doigt la perte de valeur chez les jeunes, les nombreux bars et auberges contribuent à aggraver la situation. Le gouvernement est interpellé pour des mesures d'urgence dans ce reportage de Rochayandour. Le constat de nos jours, c'est la floraison des bars et autres auberges dans certains quartiers de Dakar où la dégradation des mœurs chez les jeunes a fini d'atteindre son paroxysme. La jeune fille poignardée mortellement à l'auberge Golden Sun est un prétexte choisi pour recueillir l'avis de certains citoyens sur la question. Asmalik Touré, habitant de Scat Urbam, liste son avis. Oui, enfin, c'est à cause de ça que je disais tantôt qu'il va falloir que nous apprenons à nous revaloriser à tous les niveaux. Nous avons loupé le train, comme l'autre l'avait dit. Nous, heureusement, nous avons gardé ce que les grands-pères, les aïeux nous avaient laissé. Le premier constat que nous avons fait, c'est qu'il y a une dévalorisation. La perte des valeurs des Sénégalais. Ils ne parviennent plus à gérer le quotidien. Ils sont sous les contraintes du vouloir, le monde matériel, hein, les hallucinations. Ils ne voient que du faux, par exemple, à travers les médias. Et puis c'est des étrangers à qui on nous donne les moyens de nous façonner, nous. Hein? Tu te mets avec ta belle robe devant lui, après tu as une toile, tu dis, bon, attends, moi j'enlève ma robe, donne-moi la tienne, parce que c'est ce qui me va de plus. C'est ce que nous faisons tous les jours, à tous les niveaux. Nous savons ce qui se passe dans les auberges, au niveau... Prenez la ceinture qui commence de la patte d'oie jusqu'aux Almadies, Ngor. Vous redescendez encore jusqu'au plateau. Mais ce qui se passe, c'est ignoble. Pour mettre fin à ce fléau, les habitants de ce quartier invitent le gouvernement à fermer les bars et auberges des lieux considérés comme source de débauche. Mais l'État a une part de responsabilité qui est de s'organiser par rapport à ce fléau-là. Il n'y a pas ce que l'État ne peut pas arrêter. Il doit organiser une structure en tout cas qui répond aux exigences de cette affaire-là. La sécurité des populations sénégalaises est de plus en plus menacée par l'implantation des bars et auberges dans les quartiers, une situation face à laquelle aujourd'hui ceux qui habitent aux alentours de ces lieux manifestent leur ras-le-bol. Je vous le disais tantôt, à Kaolack, le quartier Saradjamgen en deuil après les fortes pluies de la nuit de lundi à mardi, en plus d'une perte humaine. Plusieurs quartiers de la commune sont sous les eaux et les dégâts matériels sont énormes. Au banc des accusés, les autorités municipales et étatiques. Les détails dans cette correspondance de Al-Hassan Ba. Les fortes pluies qui se sont abattues hier dans la capitale du Saloum et qui ont duré plus de 3 tours d'horloge ont coûté la vie à un maître maçon du nom de Ndiak Korfaï, âgé de 77 ans, père de 7 enfants et époux d'une seule femme. Lui, qui dormait tranquillement, a été surpris par l'effondrement du mur et du toit de sa chambre. Les faits se sont déroulés à Saradjamgen, un quartier de la commune de Kaolack. Le corps sans vie a été tiré des décombres par les sapeurs-pompiers. Ses voisins, très touchés par
par cet accident témoigne. C'était un homme très disponible et jovial. Hier, nous étions même ensemble en train de discuter, comme on le fait tous les jours, avant que la pluie ne commence à tomber. C'est vraiment triste. C'est vers 5 heures du matin que nous avons entendu un gros bruit. Et c'était la chambre de Ndiak Korfaye qui s'est effondrée. On a cherché et c'est mon frère qui l'a trouvé en soulevant une brique et voit un de ses pieds. C'est à cet instant que nous sommes sûrs qu'il est mort. C'est triste. Il faut aussi noter que ces averses de la nuit du lundi au mardi ont submergé beaucoup d'autres quartiers dans la commune de Kaolack. Parmi les plus touchés, Touba Ndorong Extension, communément appelé Khahom, où les eaux ont fini par dicter leurs lois en chassant les populations de leurs maisons. Ces dernières sont d'ailleurs très remontées contre les autorités municipales et étatiques. Une fois encore, l'État du Sénégal a brillé par son absence, à l'occurrence Macky Sall et ses ministres et à l'occurrence le maire de Kaolack, Mariama Sarr. Bon, ils ne font que leurrer la population. Aujourd'hui, c'est la désolation, c'est le sentiment de trahison que les populations vivent aujourd'hui parce que les promesses ne sont pas tenues. Les peuples, parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire des canalisations ici qui ne coûtent rien à l'État du Sénégal. Et de haine, c'est reparti pour ces quartiers qui ont l'habitude d'être engloutis par les eaux de pluie. Et cette fois-ci, en fin d'hivernage, les mêmes réclamations depuis une année reviennent. Des canalisations pour ces lieux et l'appui de la municipalité et de l'État dans le cadre de la lutte contre l'inondation. Kaolack, Alhassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. À chaque pluie son lot de malheurs à Kaolack. Restons dans le Saloum. Grève de la faim des 40 agents de la mairie de Kaolack. 2 personnes sont évacuées à l'hôpital régional par les sapeurs-pompiers. Ces travailleurs licenciés abusivement demandent au maire Mariama Sarr de respecter la décision de justice en leur payant leurs 54 millions. Babacar Sen parle en leur nom au micro de Al-Hassan Ba. Cette grève de la faim fait partie de nos plans d'action. Parce que nous sommes des travailleurs qui sont à la mairie depuis 2009. À un moment donné, Madame le maire nous a licenciés au profit d'autres personnes, ce qui est injuste. C'est pourquoi aujourd'hui on est là pour manifester notre colère. Jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes là jusqu'à nouvel ordre. Notre problème en est que nous sommes des travailleurs de la mairie de Kaolack qui sont là depuis 2009. À un moment donné, Mariama Sarr est venue, elle a fait un recrutement de 71 personnes. Et elle nous a accepté de ce recrutement. C'est pourquoi, étant donné que nous connaissons ce que dit le Code du travail, on a porté l'affaire vers la justice. La première instance, qui est le tribunal du travail, nous a donné raison. Elle a fait un appel sur son droit, mais l'appel aussi nous a donné raison encore. Donc la cour d'appel a vidé, c'est pourquoi on est là pour lui exiger d'appliquer cette décision de justice. Bon, je me dis que elle ne soucie même pas de nous. Elle ne soucie même pas que nous sommes ses propres enfants, les enfants de la ville de Kaolack, qui ont travaillé dur ici dans cette municipalité. N'est-ce pas? Elle a pris ses propres enfants, elle nous a licenciés, ce qui est injuste. C'est pourquoi nous sommes prêts pour tout, parce que c'est notre avenir qui est menacé. Nous voulons rejoindre notre poste de travail au plus bref délai. Entre accusations et contre-accusations de violence, agression avec armes blanches et vol d'argent sur fond de Kankourang, les Mandingues de Mbour soldent leurs comptes et règlent leurs différends devant les tribunaux à Mbour, Tchernodaf. Le Kankourang de nouveau au banc des accusés, mais cette fois-ci, c'est celui de l'imam Sissé qui est appelé à la barre des indexés. Ce matin, je me suis réveillé à 6 h du matin parce qu'il y a une dame qui est venue accoucher. Une femme que je suis dans CPN avec ma sage-femme. Elle est venue faire son accouchement. Pendant qu'on était en salle d'accouchement, vers les coups de 10 h, on a entendu un bruit et un grand regard qui m'a fait sortir pour manquer de la situation. Quand je suis sorti, j'ai trouvé une marée de sel qui était en train de jeter des pierres et de casser des vitres. Parce que je ne sais quoi. Je n'ai pas compris. Bon. Quand j'ai la pointe, il me demande, je dis, mais moi je suis dans mon cabinet, je travaille, j'ai entendu même. Et de la casse chez moi, il faut que je sorte. Et je suis sorti.
Mais quand je regarde, je voyais que des cerveaux et un camp de Cissé. J'ai vu son fils aîné, aîné, en tout cas un de ses enfants, qui s'appelle Pape Cissé, qui m'insultait le maire. Quand le camp courant arrivait, j'étais en salle d'accouchement avec la sage-femme et que la porte de la maison était fermée. Franchement. Et c'est le camp courant de qui? De Cissé. Outre la violence et l'agression perpétrée sur lui et les malades, le docteur Sambo accuse le camp courant de vol et décide d'ester en justice. Ils m'ont payé 630 000, mes recettes de circoncision et de consultation, qui étaient dans du coffre. Et maintenant, vous allez déposer une plainte? C'est sûr. Sans doute. Vous avez déposé une plainte ou vous allez le faire? J'ai été au commissariat, j'ai fait la déposition. Ils m'ont dit de revenir demain avec ma plainte et le constat de l'huissier. J'ai fait déjà le huissier, il a déjà constaté. À votre avis, qu'est-ce qui devait être à l'origine de ça? Ben, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas les différends entre l'imam Cissé et la collectivité? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Des propos catégoriquement réfutés par le fils de l'imam selon qui le Toubib cherche tout simplement à cacher la faillite de son infrastructure de santé. El Hadj Sambou, ce n'est pas sa première fois. Il a été l'auteur de création des troubles de 2015 et l'auteur et meneur des combats des autres partisans vers le Djidji Sekounda en 2016 et dans la maison de El Hadj Sambou. Et personne n'a vu aucun de son franc. Donc si nous n'avons pas l'audace ou le moment d'entrer dans une maison, je crois qu'on peut rien prendre, on peut rien aussi toucher. Mais ici également, il est question de saisir la justice. Chacune de nos sorties est informée au niveau de la police centrale. Dans toutes nos activités, on informe. Là, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et c'est là où nous en sommes. Donc si lui nous parle de porte-plainte, il n'a qu'à le faire. Il a un droit. Il a un droit de porter plainte s'il veut. Mais qu'il fait très bien attention. Si tout ce qu'il fait est différent de ce qui existe, nous allons riposter. Et je crois que la charge serait très lourde. Empêtré depuis 2 ans dans de profonds errements, le camp courant se maintient toujours dans un grand enlisement au seul détriment de la seule culture mandingue. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Comme annoncé en titre, la rentrée des classes qui se profile à l'horizon entoure le sommeil des parents d'élèves après les énormes dépenses de la Tabaski. Ils vont devoir faire face aux frais de scolarité des enfants. Un reportage de Abdou Khoudous Diallo à suivre dans nos prochaines éditions. À présent, la page internationale, une synthèse de Issatine. Cela faisait 3 semaines que le peuple birman et la communauté internationale attendaient la réaction d'Aung San Suu Kyi au sujet de la crise des Rohingyas. Aujourd'hui, elle a brisé son silence assourdissant en s'adressant à la nation lors d'un discours prononcé à Naypyidaw, la capitale du pays. Le prix Nobel de la paix a appelé à la fin des divisions religieuses entre majorité bouddhiste et minorité musulmane. Elle s'est dite désolée pour les souffrances endurées par tous pris au piège d'un... Le président américain a, dans son discours ce mardi devant l'Assemblée générale de l'ONU, appelé à la solidarité du monde pour combattre le mal. Donald Trump s'en est fermement pris devant l'ONU à la Corée du Nord. Un régime vicieux, a-t-il dit, menaçant de détruire totalement ce pays en cas d'attaque de Pyongyang. Si les États-Unis sont menacés, ils n'auront d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord, a insisté le président américain. Donald Trump a dénoncé ce 19 septembre à l'ONU une situation inacceptable dans la dictature socialiste qu'est le Venezuela. Il dit, je cite, nous ne pouvons pas rester sans rien faire en tant que voisins et amis responsables. Nous devons avoir un but pour les Vénézuéliens, récupérer leur liberté, mettre le pays sur les rails et regagner la démocratie. Fin de citation, a déclaré le président américain.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé ce mardi à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies l'arrêt des opérations militaires contre la minorité Rohingya en Birmanie. Les autorités birmanes doivent mettre fin aux opérations militaires et permettre un accès humanitaire sans restriction aux populations touchées par les combats, a-t-il dit quelques heures après un discours de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi qui s'est dite prête à organiser le retour des 421 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Le prix Nobel de la paix a appelé à la fin des divisions religieuses entre majorité bouddhiste et minorité musulmane que les nationalistes accusent de présenter une menace pour l'identité nationale. Elle s'est dite désolée pour les souffrances endurées par tous ceux qui sont pris au piège dans ce conflit. Au moins 25 personnes sont mortes au Soudan du Sud. Ils ont été tués dans des combats dans une région pétrolifère du Soudan du Sud, a annoncé ce mardi un représentant de l'État. Des rebelles partisans de Riek Machar, l'ancien vice-président en exil, et les forces gouvernementales se sont affrontés ce lundi à Bentiu dans le nord du pays, qui a changé de main à plusieurs reprises depuis le début de la guerre civile il y a 4 ans. 2 ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile alimentée par la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Dans l'actualité sportive, Coupe du Monde 2018, le Burkina Faso n'a aucune chance de voir sa requête aboutir devant l'OTAS. C'est du moins ce que soutient le professeur Abdoulaye Saro, agrégé en droit du sport. Malgré tout, il estime que la Fédération de football du Burkina a le droit de saisir le tribunal arbitral du sport. Le professeur Abdoulaye Saro est interrogé par El Khairi Aïdara. Le Burkina est dans ses lettres, il demande à ce que cette décision soit revue pour la Fédération du Burkina, bien évidemment, parce qu'on est en matière de règlement de litige sportif et le règlement du tribunal arbitral du sport prévoit 2 types de procédures en ce qui concerne ce genre de litige. Le Burkina est en droit de dire cette décision de la FIFA, moi je vais l'amener au TAS. Mais les gens, quand ils disent appel, il faudrait faire attention, parce que nous, dans notre jargon de juriste, quand on parle d'appel, l'appel, ça évoque le deuxième degré de juridiction. Une première décision a été rendue et sur la base de cette première décision, vous n'êtes pas content, vous allez saisir. Ici, ce que le Burkina remet en cause, ce n'est pas la décision du tribunal arbitral du sport concernant la sanction contre l'arbitre. Ce que le Burkina remet en cause, ce sont les conséquences de cette décision que la FIFA a prise. C'est pas sûr que vous voyez la nuance. Donc, la décision de cette chambre d'appel-là, elle n'est pas une décision de second degré de juridiction, c'est une première décision qui va être rendue. Et de ce point de vue-là, c'est une procédure, mais dans le règlement du TAS, on demande à ce que, avant de saisir la chambre d'appel, que vous ayez étudié toutes les procédures. Est-ce que le Burkina l'a fait? J'en sais rien, mais peut-être qu'ils l'ont fait. Ce qui est intéressant dans cette procédure, maintenant, concernant votre question véritablement, est-ce que le TAS va revenir sur la décision? Ça peut se faire parce qu'on est en droit. On ne peut pas préjuger. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut dire aux juges auxquels on confie un litige, voilà la manière dont tu dois juger. Mais pour évaluer les chances, très sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, le tribunal arbitral du sport, en tout cas dans cette procédure d'appel, elle a la capacité, elle a la possibilité d'appliquer à la limite le droit qu'il veut. Ça peut être le droit du TAS, le même règlement du TAS, ça peut être le droit de la Suisse, parce que la FIFA est basée à la Suisse, ça peut être le droit qu'il estime le plus approprié pour régler ce litige-là. Et de ce point de vue, quand on prend cette troisième possibilité, je crois qu'on est dans les conséquences d'un acte qui est répréhensible du point de vue éthique, du point de vue moral. Je crois que cette conséquence, ça a fait en sorte qu'il y a une des parties à une compétition qui a été lésée par ce fait-là, donc cela ne pose aucun problème normalement. Et je me pose la question de savoir comment le tribunal arbitral du sport pourrait à la limite annuler cette décision qui a été prise par un organe de la FIFA. Et puis Navetan, l'ASC Defar Ersan a l'ambition de remporter les phases nationales qui se jouent à Dakar. Ce lundi au stade Alassane Djigo de Pékin, les Thiessois ont validé leur ticket pour les quarts de finale en battant l'ASC Boko Halat. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de Defar Ersan, Abdou Diopilito, au micro de Théodore Semedo. On a joué un match très difficile. Comme tout le monde le sait, les huitièmes de finale, tous les adversaires se valent. Mais on a joué 90 minutes, mais on a su départager par un balle arrêté. Et alhamdoulilah, ça nous permet de mieux préparer notre condition et d'atteindre nos objectifs. Notre objectif, c'est de rabattre la mise. Comme en 2015, nous étions vice-champions national ici à Dakar. Le principal objectif, c'est de rabattre la mise et ramener au Thiessois pour la Coupe nationale.
Du côté des Saint-Louisiens, on fustige l'attitude de l'arbitre. Le secrétaire général de Boko Khalad de Saint-Louis, Amadou Toye, explique au micro de Théodore Semedo. Ce que nous avons vu, c'est tout sauf du football. Avec un arbitrage qui avait tout sauf tiré il a donné un penalty incompréhensible à l'ASC R100 de Thiès. Le joueur a simulé sur la réparation, il a un penalty. Et en plus, l'arbitre, durant tout le match, tout le monde sait que l'arbitre est d'un seul côté. Donc il a supporté l'ASC Thiès, même dans les vestiaires, j'étais là-bas, même nos listes. Le nom de nos joueurs, l'arbitre a donné ça aux ASC, à l'ASC de Thiès. Il a donné les nos joueurs pour les problèmes mystiques. Donc ça, c'est inadmissible. Dans ce Sénégal-là, si on continue comme ça, on n'aura rien du tout. Donc vraiment, on est désolé. Nous venons d'une région de Saint-Louis à Dakar. On a dépassé tous nos agents. On a plus d'un million, on l'a dépassé en une fraction de minute. L'arbitre nous a sacrifiés. Et donc nous lançons un appel aux dirigeants de l'ONCAV. Si c'est ça, on ne reviendra jamais. On en vient à la dernière étape de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Violence à Boké avec de nouvelles manifestations à Kamsar. AfricaGuinée.com rapporte qu'un O4 de l'État a été pris en otage par les manifestants. Il s'agit en réalité d'un O4 du ministère du Budget qui aurait été pris en otage par des jeunes manifestants surexcités avant d'être libérés grâce à l'intervention des forces de l'ordre, nous apprend AfricaGuinée.com. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces nouvelles manifestations dans la cité industrielle? Les revendications des manifestants ont-elles s'interrogent nos confrères alors qu'un calme précaire règne ce mardi matin 19 septembre 2017 dans cette ville. Les autorités locales viennent de dévoiler les causes de cette nouvelle vague de contestation. Jeune Afrique, quant à lui, renseigne que le président congolais Joseph Kabila est dans le Kasaï depuis lundi, une région en proie à des violences depuis un an. Objectif: participer à un forum pour la paix au Kasaï, s'interroge le site qui fait savoir que le président Joseph Kabila doit présider la séance d'ouverture ce mardi 19 septembre selon les organisateurs de cette réunion qui doit se tenir pendant 2 jours à Kananga, la principale ville du Kasaï. Une preuve, souligne-t-il, de l'importance que voulu donner à l'événement. Le premier ministre Bruno Tshibala se retrouve également aux côtés du chef de l'État. Au même moment, nos confrères d'IZF annoncent que 2 figures de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ont demandé une transition sans le président Joseph Kabila pour préparer des élections en République démocratique du Congo. Nos confrères ivoiriens d'ajouter que les 2 opposants ont consigné lundi un communiqué daté de New York où les États-Unis tiennent mardi une réunion sur la crise en République démocratique du Congo liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le second mandat a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution ne lui permet pas de briguer un nouveau mandat. Dans leur communiqué, M. Tshisekedi et Katumbi pointent la responsabilité de M. Kabila dans le non-respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoyait des élections d'ici décembre 2017. Parlons de la mauvaise gouvernance au Mali. Le mouvement Ça Suffit exige l'ouverture d'informations judiciaires contre les bandits à col blanc épinglés dans les rapports du Végal, titre Maliweb. Selon le site, le dit mouvement part en guerre contre la mauvaise gouvernance au Mali et contre la révision constitutionnelle. Après son combat au sein de la plateforme anti-Abana, touche pas à ma constitution, Yeri Bokoum, le président du mouvement, annonce qu'ils vont mener plusieurs actions afin que des informations judiciaires soient ouvertes contre tous ceux qui sont suspectés d'avoir détourné l'argent public dans les rapports du vérificateur général, etc. Terminons toujours avec Maliweb. Le site parle également du financement du terrorisme au Mali. Il rapporte que les propos de Maroc Leaks, pour qui c'est l'Europe qui finance une bonne partie des opérations d'Al-Qaïda en envahissant le Mali, les groupes terroristes ont bien eu besoin de complicité et surtout de financement. Et dans un article paru la semaine dernière, les révélations de Maroc Leaks démontrent comment l'Europe a pu renflouer les caisses d'Al-Qaïda.
Voilà qui met un terme à cette présente édition. Vous aurez à 21h votre émission Balance avec Pape Ndiaye. À 22h, Awa Diop Ndiaye Diagne sera là pour vous présenter Werwerlé. Merci à vous tous de l'attention. L'info continue sur notre site walfnet.com. Bien à vous.